Des frappes israéliennes ont fait des centaines de morts dans la nuit de lundi à mardi dans l'enclave palestinienne. Et pour Netanyahou, je cite, ce n'est que le début. C'est ce dont on va parler ce midi avec mes deux invités du service international, Sonia De La Salle-Stolper, la chef du service international, et Luc Mathieu. Dans la nuit de lundi à mardi, je le disais, on a découvert que l'armée israélienne avait à nouveau frappé la bande de Gaza. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous redire très concrètement ce qu'on apprend justement dans la nuit de lundi à mardi sur ce qu'il se passe dans la bande de Gaza à ce moment-là? On apprend ce qui se passe et ce qui s'est passé pendant des mois déjà. Donc en gros que des bombardements sont en train de tomber un petit peu. En plus, c'était pas mal étalé sur toute la bande de Gaza et sur l'enclave et que concrètement, le cessez-le-feu a pris fin à ce moment-là. J'interromps très brièvement nos discussions pour vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça vous permet de ne rater aucune de nos prochaines discussions, ni aucun de nos prochains reportages ou encore explainers qu'on publie régulièrement sur notre chaîne YouTube. Et je vous laisse tout de suite avec Sonia De La Salle-Stolper et Luc Mathieu, journaliste au service international de Libération, pour la suite de nos discussions à propos de la situation dans la bande de Gaza après les nouveaux bombardements israéliens. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre à cette fin du cessez-le-feu, à ces bombardements, parce qu'ils sont même inédits, vous le dites dans le dossier de Libération, qui ont fait plus de 400 morts rien que sur cette nuit-là. En une nuit, c'est énorme. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre à ces bombardements aussi massifs là tout à coup? On pouvait. Il y avait des signes. Il y avait des signes avant-coureurs. Il y avait notamment Israël qui avait bloqué toute l'aide humanitaire 10 jours avant, à peu près une semaine avant, qui avait empêché aussi même des ONG de rentrer dans la bande de Gaza. Et il y avait cette question parce qu'il y a un plan en fait qui est mis en place, un plan qui avait été avec en médiateur le Qatar et l'Égypte, et qui prévoyait des sessions en fait de 42 jours à chaque fois. Là on avait fini la première session du 42 jours début mars, le 2 mars. Donc théoriquement la deuxième session devait s'engager, et la deuxième session c'était la libération des derniers otages qui restent là-bas, totalité, et ensuite les forces israéliennes qui se retirent de la bande de Gaza. Et ça aurait dû commencer le 2 mars, mais rien ne s'est passé. Donc il y avait un problème, il y avait un blocage, et ça a repris donc de façon très brutale entre lundi et mardi. Et pourquoi est-ce que ça a bloqué alors du coup dès le 2 mars cette deuxième phase? En fait c'est Israël qui considérait que la première phase devait en fait se prolonger. Donc que le Hamas devait continuer à libérer des otages. Et la totalité des otages, c'était aussi ce qu'avait demandé Trump. Et le Hamas a dit, non, nous on reste sur le plan fixé, qui est maintenant deuxième phase, on libère tous les otages, mais l'armée israélienne se retire. D'où le blocage. Et Israël a décidé de repasser en mode guerrier pur, bombardant, quoi. Et il faut peut-être souligner que dans la première phase, la libération des otages contre la libération de prisonniers s'est faite de manière extrêmement visuelle et très mise en scène. On a tous remarqué ces mises en scène avec les otages entourés de membres du Hamas cagoulés, armés, etc. Et l'objectif en partie pour eux était de démontrer que le Hamas, contrairement à ce que disait Netanyahou, n'a pas été éradiqué à Gaza, est toujours présent, est toujours vivant, ce qui est une réalité. Et je pense que en termes d'image, pour Netanyahou, c'était pas magnifique non plus. Donc il y avait aussi ça a joué aussi, quoi. Ouais, il y a eu des fuites là, dans la presse israélienne d'un comité à la Knesset au Parlement israélien où ils estiment qu'il y a encore 20 000 combattants du Hamas et 5 000 du djihad islamique, alors que Netanyahou répète depuis le début qu'il veut annihiler le Hamas, c'est-à-dire tous les tuer. Et de toute évidence, ça ne fonctionne pas. N'hésitez pas évidemment, comme d'habitude, à poser vos questions dans le chat et je les relais tout au long de nos discussions à Luc et Sonia. Une autre question aussi, finalement, c'est sur les différentes responsabilités, j'ai envie de dire, sur cette fin-là, tout à coup, du cessez-le-feu, parce que donc Israël bombarde la bande de Gaza, Israël reproche certaines choses, on a l'impression du coup aussi au Hamas. Quand on regarde, il y avait un plan qui était négocié, qui était accepté, et là c'est Israël qui l'a cassé. Ouais. C'est à peu près clair quand même. Donc c'est eux qui décident de le casser avec l'aval des États-Unis.
Et donc voilà, après, il faut voir combien de temps ils le font. Ils ont dit que ça allait se prolonger, on ne sait pas combien de temps. Là, il n'y a pas du tout d'aide humanitaire qui rentre quand même à Gaza. Donc Et depuis le 2 mars, ça, ce que tu disais, c'est que depuis le 2 mars, c'est bloqué. Oui, ils avaient bloqué le 2 ou le 6, je ne sais plus. Alors que la situation humanitaire était déjà catastrophique. Donc, ils ont pu, pendant la première trêve, la première session de trêve, faire rentrer énormément de marchandises, heureusement. Donc, ils ont pu recommencer même à déblayer un peu. Mais là, ça s'est arrêté. Donc, les stocks s'épuisent de médicaments, de matériel médical. Il y a un gros problème d'eau, comme toujours à Gaza. D'autant qu'Israël a coupé totalement l'électricité. C'est-à-dire que l'électricité était déjà coupée depuis le début de l'offensive, mais il restait une ligne qui alimentait une usine de dessalement la plus grosse de Gaza. Et là, ça a été coupé. Donc après, bon, ils ont des puits, mais bon, il faut de l'essence. Donc c'est compliqué. Et puis il faut souligner aussi, enfin c'est le problème d'établir les responsabilités dans ce conflit en particulier est extrêmement épineuse et depuis pas depuis le 7 octobre, depuis toujours de toute façon. En revanche, ce qui est clair là, c'est que Netanyahou il est sous pression interne très forte. Il y avait l'extrême droite qui lui permet de rester au gouvernement, qui s'était retiré du gouvernement et qui le menace. Il est sous un procès de corruption pour corruption, pardon. Et donc, en fait, lui, clairement, dans son intérêt, en tout cas politique et personnel, c'est certainement pas de suivre le plan qui était mis en place. Et le Hamas a aussi un problème d'image de son côté. C'est aussi pour ça que les démonstrations de force ont été faites, parce que, évidemment, les Gazaouis sont les victimes principales de cette horreur depuis bientôt plus d'1 an et demi. Et clairement, il y a cette volonté de montrer qu'on est encore là, qu'on compte encore, qu'on mène la danse, entre guillemets, parce que les Gazaouis reprochent aux uns et aux autres le sort sous lequel ils sont mis, parce qu'ils sont ils sont soumis en fait à ces contingences internes des différents mouvements en fait. On a une question dans le chat qui dévie un petit peu de la situation dont on parle à Gaza, mais qui est quand même liée à cette thématique, donc je vous la relais. On nous demande, n'est-ce pas irrespectueux de voir des responsables politiques se rendre en Israël comme Gabriel Attal au moment où Israël bombarde Gaza. C'était un petit peu avant. C'était un petit peu avant, c'était quelques jours avant. Alors, pour le coup, je suis pas sûre que Gabriel Attal était au courant que les bombardements allaient reprendre. Moi, je serais plutôt de dire que si des dirigeants, ou en tout cas des personnalités politiques étrangères pensent que de se rendre en Israël pour essayer d'influencer ou en tout cas de faire entendre la voix d'autres nations, c'est pas forcément un truc à critiquer lourdement. Après, je ne sais pas exactement pourquoi il s'est rendu. Voilà, je sais pas si c'est une question de respect ou d'irrespect ou d'essayer. Enfin, la diplomatie, c'est quand même ça, c'est de parler à ses ennemis constamment ou parler à ceux avec qui on n'est pas d'accord. Donc, je ne suis pas sûre que Gabriel Attal ait été investi d'une quelconque mission diplomatique, mais sans doute avait-il des messages à faire passer. Donc, j'ai pas un avis très tranché sur la question. Je sais pas si Luc. Non, puis ça dépend qui y voit. Je sais pas non plus qui l'a vu, mais. Il peut voir aussi des opposants à Netanyahou, qui sont assez nombreux quand même, des opposants israéliens. Il peut aussi aller en Cisjordanie, donc il n'y a pas de... Ce sera plus intéressant. A priori, à dire on va pas en Israël. En revanche, ce sera plus intéressant de discuter de la visite prévue la semaine prochaine de Marion Maréchal et Bardella, qui vont se rendre en Israël pour la première fois qu'un dirigeant du Rassemblement national se rendra en Israël, sachant que ce parti politique a quand même été construit sur l'antisémitisme, etc. Donc ça va être symboliquement, là pour le coup, c'est très particulier quand même. Donc là, effectivement, on pourra en discuter autrement, mais sachant qu'Israël, à l'heure actuelle, est un pays qui fonctionne avec un gouvernement où l'extrême droite joue un rôle énorme et maintient, en gros, à son poste Netanyahou. Et tu disais aussi juste avant que tu n'étais pas sûr que Gabriel Attal était au courant de ces bombardements israéliens là, sur la bande de Gaza. Il y a même que les États-Unis, du coup, qui étaient officiellement au courant. Israël, ce qu'ils ont dit, on avait mis au courant les Américains avant les frappes.
Et visiblement, les réactions internationales, etc., je ne crois pas que ni Emmanuel Macron, ni Olaf Scholz ou Keir Starmer étaient au courant avant le moment où ils ont décidé de... En revanche, les signaux, on en a parlé, et ça, tout le monde était visiblement, voyait bien que les signaux n'allaient pas dans le bon sens, quoi. Donc, c'était quelque chose qu'on craignait de toute façon depuis déjà début mars, quoi. Et au-delà d'être au courant, moi, ce que j'ai appris aussi en lisant le dossier de Libé, c'est qu'on parle même d'un aval donné par Washington à Israël pour ses frappes sur la bande de Gaza, ce qui peut paraître pas forcément étonnant, mais en tout cas ce qui peut dénoter avec les déclarations de Donald Trump lors de sa campagne électorale, même qui promettait une paix à Gaza. On a l'impression qu'il y a peut-être d'autres manières de faire pour obtenir la paix dans une bande de Gaza que de donner son aval pour des frappes israéliennes. Mais le problème de Donald Trump, c'est qu'il raconte n'importe quoi. Il peut dire A le lendemain, B le surlendemain. Donc lui, il avait sorti cette histoire de plan qui sortait de nulle part, qui consistait à vider Gaza de sa population et à envoyer des soldats américains à Gaza aussi à un moment. 12 heures après, il a dit ah bah non, on va pas envoyer de soldats américains à Gaza. Vider Gaza de sa population, qui est du nettoyage ethnique, tout simplement. Il a dit ils vont aller en Jordanie, en Égypte. La Jordanie et l'Égypte, on dit hors de question, on va jamais accueillir 2,5 millions de Palestiniens sur notre sol. Tous les pays arabes, bien sûr, ont dit non. Après, il est revenu, il a dit non, mais personne ne serait forcé de partir. Et là, il y a AP, donc l'agence de presse américaine, qui a sorti une information selon laquelle les Américains auraient été voir le Soudan et la Somalie et Somaliland, qui est un territoire somalien, mais qui s'est indépendantiste, pour accueillir les Gazaouis. Donc, 3 des pays les plus pauvres au monde et dans des situations de conflit, donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc c'est compliqué d'analyser parce que comme il se contredit lui-même sans arrêt. Par ailleurs, sur la question que ce soit étonnant que les Américains étaient au courant des plans du gouvernement de Netanyahou, non, c'est pas étonnant parce que Israël et les États-Unis sont très très liés et qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait sans qu'ils se parlent. Que Netanyahou est extrêmement heureux du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et par ailleurs, comme souligne Luc, Donald Trump a dit au moment de son investiture, on va avoir un super plan et on va ramener la paix partout d'ailleurs, c'est ce qu'il veut faire un peu partout. Simplement, en fait, la réalité, c'est que la complexité de ces situations, elle n'est pas forcément totalement enregistré, je pense, en tout cas chez lui. Et par ailleurs, il a aussi dit, il y a une dizaine de jours, si le Hamas, mais en répétant ce que dit en fait Netanyahou, la rhétorique du gouvernement israélien, si le Hamas ne libère pas tous les otages immédiatement, ce sera l'enfer sur Terre. Et donc en fait, c'était le feu vert aux frappes israéliennes. Donc voilà. Je vous relais une question du chat qui demande votre avis. Est-ce que vous trouvez la reprise par la presse internationale et française timide sur le massacre d'hier et la rupture de la trêve par Israël? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là? Nous, on a fait la une. On a fait la une avec aujourd'hui. Une photo très forte. J'ai pas regardé le Figaro de ce matin, mais ni le Parisien. Mais après, non, le New York Times, la presse américaine l'a couvert, quand même. Oui, c'est en une de tous les journaux américains. Enfin, moi, je trouve pas qu'on... Enfin, le problème, il est toujours le même, c'est-à-dire que c'est un massacre qui dure depuis déjà maintenant plus d'1 an et demi. C'est pas la première fois qu'on a des frappes. C'est inédit le nombre de morts en une nuit, mais ces massacres atroces, on en a eu des tonnes et des tonnes. Et c'est vrai qu'hier, c'était terrible au moment de la réunion de une où on doit choisir la photo qu'on va mettre en une, et il y a toujours plein de considérations à prendre en compte. Et ces photos sont super dures, quoi. Il y a des photos et des photos d'enfants, de femmes, de personnes, de corps allongés. Enfin, on en a en page intérieure aussi. Et on a choisi une photo qu'on a pensé était très très forte et tout en étant peut-être encore relativement respectueuse parce que voilà, le corps est enveloppé, mais on voit bien que c'est un enfant. Et je pense que on s'habitue pas, quoi, en dépit de tout. Et je crois pas que les médias et la couverture internationale s'habituent non plus à ça, parce que tout le monde est conscient quand même de la tragédie de ce qui se produit à l'heure actuelle.
Est-ce qu'il y a des difficultés aussi, parce que c'est une question aussi depuis le début du conflit, mais c'est de l'accès aux informations dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à cela, ou est-ce que c'est aussi toujours aussi compliqué de pouvoir rendre compte de la situation sur place? Non, ça n'a pas changé, parce que le point principal est qu'on ne peut pas y aller. Enfin, il n'y a pas de presse internationale à Gaza. Il n'y a que les journalistes gazaouis qui étaient déjà à l'intérieur le 7 octobre qui peuvent travailler. Donc Israël empêche la presse internationale d'aller à Gaza. Et il y a eu des recours devant des tribunaux israéliens qui n'ont pas fonctionné. Et pour l'instant, non, personne. Donc c'est évidemment compliqué. Parce que si on pouvait y aller, on y serait, on verrait les choses, on pourrait faire les interviews directement, avoir des bilans peut-être plus précis. Mais donc on fait comme depuis le début, c'est-à-dire comme on peut. Ce qui n'est pas du tout idéal. Mais il y a eu... pas que Libération, hein, toute la presse internationale a fait des demandes, a essayé par les voix des ONG, par les voix de l'ONU, par les voix, tout ce qu'on peut, la Croix-Rouge, et rien n'a fonctionné, pour l'instant en tout cas. Donc on se repose sur les contacts qu'on a sur place, parce que mine de rien, on arrive quand même à communiquer alors de manière sporadique, de manière pas toujours très, très simple, etc., en fonction de s'il y a un générateur qui est installé, ou qu'ils ont pu recharger leur portable, etc. Mais donc on arrive à avoir des témoignages, on arrive à parler à certaines personnes, on parle beaucoup à des membres d'ONG qui ont réussi à y aller à certains moments, mais pas toujours. Et encore une fois, le problème étant que comme l'accès est régulièrement bloqué, ce qu'ils nous disent à un moment n'est peut-être plus vrai une semaine après, parce qu'entre-temps, il s'est passé je ne sais quoi. Donc on arrive quand même à avoir une vision... Il y a des images aussi qui sont quand même assez frappantes. Donc on a quand même une vision relativement... pas précise, mais en tout cas une idée assez claire de ce qui se passe. Mais on peut pas faire le vrai travail de journalisme, qui est de rencontrer des témoins... en direct et de rendre compte en direct de ce qui se passe, et c'est un vrai problème, quoi. Et il y a un vrai déni de démocratie là en fermant l'accès à la presse internationale, quoi. Quelqu'un indique dans le chat, il n'empêche pas la presse d'aller en Cisjordanie, pourtant on voit peu de reportages sur ce qui se passe là-bas aussi. Moi j'étais il n'y a pas très longtemps là, quand c'était d'ailleurs fin d'année, j'étais en Cisjordanie. En Cisjordanie, on peut y aller, ouais. C'est parfois compliqué avec les checkpoints. On peut perdre du temps, mais c'est pas bloqué. Et on va pas parler de nos collègues, quoi, enfin des autres médias, mais enfin nous, on y est allés très régulièrement. On a nos journalistes sur place qui sont allés assez régulièrement. Il y a quand même les autres, ils vont aussi. Parce qu'il y a des correspondants en Israël aussi. Il y a des journalistes qui travaillent pour nous, qui habitent là-bas, et ils y vont. Très régulièrement, je crois qu'on a publié la semaine dernière, il me semble, un reportage en Cisjordanie. Je regarde, il y a aussi d'autres questions dans le chat. Quelqu'un nous demande, est-ce que vous voyez la guerre s'éterniser comme en Ukraine, même si le conflit dure déjà depuis bien longtemps, ou alors une fin rapide avec la destruction pure et simple de Gaza, ou une paix durable imminente? Toujours difficile de faire des projections. C'est la question. La destruction de Gaza, on y est déjà. Donc là, l'ONU estime qu'il y a 92% de mémoire des immeubles et des maisons qui ont été détruits. Donc bon, il en reste quand même pas beaucoup. Après, il y a un plan qui a été mis au point par les pays arabes, enfin essentiellement l'Égypte, mais qui a été soutenu, qui évalue qui prévoit un peu plus de 50 milliards de dollars pour reconstruire Gaza, et qui résout une des questions, qui est celle de la gouvernance de Gaza. C'est-à-dire que là, le Hamas est au pouvoir, parce qu'ils ont pris le pouvoir, c'était une sorte de coup d'État qu'ils ont fait en 2007. Donc c'est eux qui contrôlent Gaza. Bien sûr, Israël dit c'est hors de question que le Hamas continue à gouverner Gaza, comme les Américains. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est de mettre en place une espèce de comité avec des technocrates, donc des gens qui ne sont pas des politiques, indépendants pendant une certaine période, et ensuite... C'est qui propose ça, tu as dit? Le plan... le plan des pays arabes. Ouais. Et ensuite, ça serait l'autorité palestinienne, donc qui est en Cisjordanie, qui récupérerait le contrôle, et eux disent qu'ils vont faire des élections. Donc ça pourrait enlever un des gros points qui bloquent, en fait. Et le Hamas, ils réagissent comment? Eux, là-dessus, ils sont OK aussi sur le papier avec ce plan-là? Ouais, a priori, oui. Okay. Après, il y a la question des forces armées. Mais
ça permettrait d'avancer en tout cas. Mais les Américains en veulent pas. Ils ont dit, je crois que c'était Donald Trump qui a dit, la Maison Blanche a dit ça. Donald Trump a dit non. Ouais. L'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a pas dit oui, mais il a dit il y a des choses intéressantes dans ce plan, ça pourrait être prometteur. Donc c'est encore une fois, c'est compliqué parce qu'on est face à une administration qui n'est pas cohérente dans son discours en fait. Donc en fait, c'est pas, ça incite pas à être extrêmement positif sur la suite. Mais ce plan, à mon avis, est important parce qu'il a le soutien de l'ensemble des pays arabes. Oui. Et de la communauté internationale, à part et voilà, il y a aussi la France. Il n'y a pas l'Union européenne en tant que telle, mais il y a la France, il y a l'Allemagne, je crois qu'il y a le Royaume-Uni, il y a l'Italie, qui disent OK, allons dans cette voie. Donc, sachant qu'il y a un des points aussi compliqués, c'est que l'autorité palestinienne en soi est elle-même assez discréditée, y compris au niveau des populations palestiniennes, pour des questions de corruption, pour des questions d'être vue comme ayant été un petit peu trop en accord avec Israël pendant un moment. Donc en fait, ils sont eux-mêmes très discrédités. Mahmoud Abbas, son dirigeant, aussi. Donc ça, voilà, d'où la grosse clé dans tout ça, c'est est-ce qu'ils sont capables d'organiser des élections à un moment donné pour qu'on ait l'impression d'avoir un pouvoir légitime, en tout cas, ou un pouvoir de gouvernance légitime à Gaza. Parce que le plan dit aussi, c'est le dernier point, c'est on n'exclut pas de mettre des forces de maintien de la paix à Gaza, sous l'égide de... Alors ce ne serait pas forcément des casques bleus, mais il y aurait une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, et ensuite une force de maintien de la paix qui serait déployée à Gaza. Ils ne disent pas qu'ils vont le faire, mais ils disent on ne l'exclut pas. Et le souci est que Netanyahou, à l'heure actuelle, son gouvernement ne tient que grâce à l'apport des forces d'extrême droite qui, elles, sont catégoriquement opposées à ce plan, qui, elles, veulent le plan de Trump, vider Gaza et coloniser Gaza, en gros. Je résume de manière un peu abrupte, mais en fait, c'est à peu près ça. D'ailleurs, là-dessus, il y a aussi quelque chose d'intéressant côté israélien, c'est que là, en parallèle de ces frappes israéliennes dans la bande de Gaza, il y a aussi le retour de l'ancien ministre de la Sécurité nationale, qui avait quitté, lui, son poste parce que, justement, il était opposé à ce plan de paix. Absolument. Donc, encore une fois, dans toutes les contingences que Benjamin Netanyahou envisage, la principale, enfin en tout cas ce que les analystes ont l'air de dire, c'est que la principale pour lui, c'est sa survie politique. Donc, parce qu'il sait que le moment où il n'est plus Premier ministre, il est devant un tribunal et qu'il a de très fortes chances, voire probabilité, d'être condamné pour corruption et de finir derrière les barreaux. Pour revenir aussi sur la situation à Gaza, tu parlais tout à l'heure des bilans de l'ONU. Je lisais aussi dans le dossier que l'ONU avait calculé que Gaza, en termes de développement, avait reculé de 69 années. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie qu'il n'y a plus d'infrastructures. C'est-à-dire une majorité des routes, je crois que c'est de l'ordre de 60% ont été détruites. Il n'y a plus tous les systèmes de pompage d'eau qui permettaient de survivre. Il n'y a plus de terres cultivées, quasiment. Plus de 80% ont été détruites. Il n'y a plus de bétail. Et pareil, plus de 9 sur 10... il n'y a plus d'écoles. Il n'y a plus d'écoles. Les hôpitaux, il y en a moins de la moitié. Les routes aussi, plus de la moitié. 62% des routes ont été purement et simplement détruites. C'est pour ça que la reconstruction est colossale. Parce qu'il faut déblayer déjà. Puis c'est des millions de tonnes de débris aussi, qu'il faut de parpaings, de fer, d'acier, de ciment. Donc c'est un travail colossal. Donc oui. Et on estime à au moins un minimum de 5 ans avant de retrouver un minimum d'infrastructures qui pourraient fonctionner et dire qu'on peut vivre. Le plan arabe adresse un peu ça. C'est-à-dire, ils disent au début, il faudra mettre en fait des équipes, enfin, ils appellent ça des unités d'habitation mobiles, enfin en gros des préfabriqués, des sortes de mobil-homes, enfin peu importe, mais une solution pour que les gens puissent quand même se loger et avoir un minimum d'hygiène et autres. Il faut déblayer, construire. Je regarde que j'ai vu passer des questions également dans le chat, mais je crois que je les ai ratées tout à l'heure. Ah oui, c'était sur les élections. Pardon, j'ai raté la question quand on parlait du Hamas, parce que quelqu'un demandait, quelqu'un disait ils ont gagné les élections en 2006, non. Je pense que c'est à propos du Hamas. Oui, par rapport au coup d'État donc, que tu mentionnes. Non, ils ont pas. Ils étaient
ils étaient en tête, mais ils n'ont pas attendu la fin des élections, en fait. Ah oui, parce que quelqu'un, voilà, et après quelqu'un pour sa question en disant est-ce que vous pouvez préciser qui a commis un coup d'État en 2006, le Hamas ou le Fatah? Le Hamas. Non, le Hamas. Le Hamas. C'est-à-dire, en fait, le déroulement des élections n'était pas terminé, donc ils étaient en tête et ils se sont auto-déclarés vainqueurs avant la fin du processus. Et ils ont expulsé le Fatah. En fait. Et ils ont sorti le Fatah qui s'est retrouvé en Cisjordanie. Je crois que j'ai pris les différentes questions dans le chat. Vous n'hésitez pas évidemment à les remettre si jamais j'en ai raté certaines. Pour revenir aussi sur la situation actuelle, parce qu'on le disait, donc les frappes israéliennes ont débuté dans la nuit de lundi à mardi, mais elles se sont poursuivies aussi la nuit dernière. Est-ce qu'on a des nouvelles aussi là actuellement de l'évolution même du bilan humain et des frappes israéliennes depuis hier soir? Est-ce qu'elles se sont encore poursuivies aujourd'hui? Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'elles se sont poursuivies, mais pas avec la même intensité que la nuit précédente. J'ai pas le dernier bilan. Non plus. En revanche, ce qui est clair, c'est que Netanyahou a dit hier soir que la nuit, effectivement, de lundi à mardi n'était pas une nuit, c'était que le début d'une série de frappes et que désormais, en gros, les otages, et ça c'est encore c'est quelque chose d'assez frappant, c'est qu'en gros la libération des otages se ferait sous le feu. Il a dit textuellement, ce qui veut dire aussi que probablement, ou avec les risques de récupérer les otages morts et plus en vie, puisqu'il y en a quand même encore une trentaine en vie, présumée en vie, risque d'être compromise. Et du coup, Netanyahou, dans sa tête, comment est-ce qu'il veut que ça se déroule? Quand il dit que ça se fera, que la libération des otages se fera sous le feu, c'est qu'il veut continuer la destruction de Gaza pour tenter d'obtenir la libération des otages israéliens. Et il en reste combien d'ailleurs? Est-ce qu'on sait Alors, on était en train de regarder tout à l'heure, c'est 54, dont une trentaine sont décédés selon Israël. Donc, ça reste à peu près une vingtaine qui seraient encore en vie. Et apparemment, il y en aurait au moins un qui a été tué la nuit dernière dans les bombardements. D'accord. C'est difficile d'être dans la tête de Netanyahou, comme dans celle de Trump, mais Netanyahou, il essaie de mettre une pression maximale en espérant qu'à un moment donné, sous la pression... Oui, mais depuis le début, c'est le même blocage. C'est-à-dire que le Hamas ne va pas libérer tous les otages, parce que c'est la seule monnaie de négociation. Donc à chaque fois, c'est le même scénario qui se répète. Après, annihiler le Hamas, de toute évidence, il n'y arrive pas. Parce qu'il y a encore 20 000 combattants du Hamas. Et puis la situation, forcément, provoque pas des vocations, mais en tout cas des recrutements, évidemment. Quoi. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vicieux dont il est difficile d'imaginer comment on peut en sortir. Quoi. Et comment le Hamas réagit justement à ces nouvelles frappes israéliennes? Est-ce que eux sont du coup dans une logique même de répondre d'un point de vue militaire aussi, ou Pour l'instant, ils n'ont pas répondu. Ils ont juste dit qu'ils prendraient la responsabilité, qu'Israël prenait la responsabilité du sort de ses otages, et qu'en gros, s'ils s'étaient tués pendant les frappes, c'est peut-être tant pis pour eux. Et qu'eux, ils voulaient continuer le plan qui avait été négocié. Mais il y a d'ailleurs aussi une question là-dessus. Est-ce que cette guerre ne permettrait pas de se débarrasser complètement du Hamas qui terrorise Israël, ce qui à terme pourrait permettre à Gaza de se relever de manière plus saine avec le temps? Vous, ce que vous dites, c'est que ça semble quand même très très compliqué de pouvoir prétendre... Ça fait depuis 7 octobre que ça continue. Le Hamas est bombardé. Alors, il est clairement affaibli, mais il n'a pas disparu. Donc, l'option militaire seule ne fonctionne pas. Du point de vue visiblement, évidemment, israélien. Voilà. C'est ce qu'ils veulent depuis le début, mais la réalité est que non, que ça n'a pas fonctionné, que l'éradication entre guillemets du Hamas n'a pas eu lieu. Il est toujours là, comme dit Luc, moins puissant, moins fort, mais encore armé, et surtout avec, je pense, encore un réservoir de volontaires ou de gens qui sous le feu se disent je vais m'engager dans ce mouvement-là, est encore très très présent. Donc en fait, visiblement, l'option choisie le 7 octobre pour répliquer à l'attaque terroriste n'a pas fonctionné. Donc en fait, d'où l'intérêt d'un plan et d'essayer au moins ce plan, ce qu'on n'a pas essayé vraiment, puisque là, il n'y a eu qu'une première phase du plan qui a été mise en
exécutés. Concernant les réactions internationales, on en a déjà un petit peu parlé, mais par exemple, la France, comment est-ce qu'elle compte jouer son rôle dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ? Elle joue pas un grand rôle à l'heure actuelle. La France, les acteurs principaux à l'heure actuelle autour de Gaza, ce sont les États-Unis, Israël et les pays arabes, Égypte en tête, Qatar. Voilà, et la France peut exprimer son point de vue, mais je ne crois pas qu'elle joue concrètement, en tout cas, un rôle. Non, mais elle n'est pas entendue comme l'Union européenne n'est pas entendue, comme l'ONU n'est pas entendue, comme les ONG ne sont pas entendues. Donc, il y a aussi une question du chat à propos de l'opinion des Israéliens. Est-ce qu'on sait comment eux réagissent, la société civile israélienne, à ces nouveaux bombardements ? Alors, il y a un vrai mouvement autour des familles des otages qui sont catastrophées, parce que pour eux, en fait, ceux qui restent encore prisonniers à Gaza, voilà, en plus, il y a eu quand même tout ce mouvement de retour, et des deux côtés d'ailleurs, de retour des prisonniers palestiniens et des otages qui a réchauffé les cœurs des familles d'un côté et de l'autre, quoi, et pour qui il y avait quand même là, pour le coup, un mouvement un peu positif. Donc forcément, là, quand on voit ce qui se passe, c'est l'idée qu'ils ne vont pas revenir. Donc, mais c'est pas la majorité de la population israélienne. La population israélienne, en tout cas ce que nous en disent nos correspondants là-bas, c'est qu'elle est toujours traumatisée par le 7 octobre. Donc il y a une espèce ils sont horrifiés par la poursuite de la guerre. Netanyahou n'était pas très populaire avant le 7 octobre, mais en gros, ils ne voient pas d'échappatoire, et ils voient effectivement eux aussi le Hamas toujours là, toujours présent, et donc il y a cette angoisse absolue que le 7 octobre puisse se renouveler. Et donc il n'y a pas à l'heure actuelle de mouvement. Il y a eu des grosses manifs, il y en a tous les soirs pratiquement. Mais effectivement, pour le moment, il n'y a pas de renversement d'opinion qui demanderait à Netanyahou de démissionner ou d'arrêter en tout cas cette stratégie, même s'il y a beaucoup de critiques, mais l'opposition est beaucoup plus silencieuse qu'elle a été à un moment donné. Et je pense que ça reste lié au traumatisme du 7 octobre. Tu es d'accord ? Je suis d'accord. Bon. Question dans le chat, on en a déjà parlé, mais qui demande est-ce qu'on sait combien il reste d'otages ? On a parlé du nombre d'otages israéliens restants. Je ne sais pas si on avait mentionné le nombre d'otages palestiniens aussi. Il en reste Alors, ce pas des otages, ce sont des prisonniers. Il y a une petite nuance parce qu'ils ont été... Alors, après, ils ont été arrêtés pour des raisons parfois totalement sans fondement, etc. Mais ils sont considérés comme des prisonniers emprisonnés dans des prisons, pas comme des otages, donc c'est un tout petit peu une nuance. Il y en a encore plusieurs milliers. Il y en a déjà 2000 qui avaient été libérés. Il y en a 2000 qui ont été libérés dans la première phase. Entre janvier et... Contre 33 otages. Et la deuxième phase poursuivait aussi les libérations de prisonniers palestiniens, y compris certains qui ont... Alors, autant certains prisonniers qui ont été arrêtés pour avoir levé un drapeau ou des choses ou lancé une pierre, mais d'autres qui sont accusés d'actes de terrorisme et qui ont été aussi libérés. Et sur ce plan, d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a déjà dit ou pas, mais est-ce qu'on sait si du coup il est totalement annulé par le retour des frappes israéliennes, ou est-ce qu'il peut à nouveau, est-ce qu'on peut reprendre le processus tel qu'il était pour l'instant mis en place ? Oui, tout est possible. Ils peuvent dire on arrête de bombarder, on laisse l'aide humanitaire entrer et on reprend les échanges otages contre prisonniers. C'est possible. Et merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous, et merci encore Luc et Sonia d'avoir été avec nous ce midi. Merci Emmanuel, salut, au revoir.